Salut à toutes et tous, bienvenue sur le Talk Web Girondin, sur webgirondin.com et Eau2 Radio, 91.3 partout en Gironde. On se retrouve ce soir pour parler des Girondins de Bordeaux pendant 1h30 avec autour du micro encore du beau monde, coach Didier Tolo qui est là. Salut coach. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va avec le froid, mais ça va. Ouais, c'est ça, il fait très froid. Manu qui est là de Fan Life. Salut Manu. Salut à tous, et j'ai un petit message pour notre ami Twittos Drive 151 qui a réagi après mes propos sur les ultramarines. Donc je te réponds très bientôt. Dès que j'ai un peu de temps, je te réponds. Qu'est-ce qu'il avait dit? On a échangé un peu sur nos propos divergents. Ok, très bien. C'est vrai qu'il y avait eu des débats intéressants la semaine dernière. Oui. Je sais pas si t'as entendu. Mais on a eu un débat très amical avec le Drive sur Twitter, et c'était très sympa. Voilà, bon, mais parfait. Drive qui avait déjà intervenu dans les talks par téléphone quand on n'était pas encore à la radio sur la FM. On était sur le net. Il faudrait qu'il nous appelle. Ouais. D'ailleurs, je donne le numéro 05 56 74 76 85 pour réagir. Et on a un invité ce soir, c'est Nicolas Paolorsi de RMC. Salut messieurs, salut à tous. Ça va? Très bien. Très content d'être ici. Ben écoute, merci. On est très content de t'accueillir. On a eu la semaine dernière un autre journaliste, un confrère, voilà, de Sud-Ouest, Nicolas Le Gardien. Il y a que des Nicolas en fait. Et maintenant, c'est toi qui es là. Merci d'être venu en tout cas. Il y a beaucoup de Nicolas qui suivent les Girondins de Bordeaux, c'est vrai. Ouais, c'est bizarre ça. C'est un peu bizarre. Il y a Lucas, la technique, qui est là. Salut Lucas. Salut à tous. Ça va? Alors Lucas, faut savoir que s'il est pas là, il n'y a pas d'émission. Voilà. Parce c'est quand même, c'est ça qu'il faut dire. Je suis le seul technicien qui soit capable de réaliser l'émission. Écoute, mais moi, je suis très content d'être là. Moi, voilà, je suis super content d'être ici. Ok. Et il y a Martin et Louis aussi qui sont là. Le micro, les gars. Ça va les garçons? Ouais, bonsoir. Alors, Martin et Louis, ils vont faire l'interview de Richard Vittjeux à 21h20. En anglais. Invité exceptionnel. Alors, le truc, c'est qu'on sait pas s'il parle bien français ou pas, Richard Vittjeux. S'il parle anglais. Ça va être sympa. Alors, Didier nous a dit, parce que t'as joué avec lui, Didier. Il parlait français. Il parlait français. Oui. Donc, bon, peut-être qu'il a pas pratiqué depuis longtemps. Oui, on sait pas. Voilà. Donc, on sait pas. Donc, ça sera la surprise. Mais bon, Nicolas, Paolorsi, bilingue. Tu partais bilingue. Avec on est obligé. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et oui, parce que toi, tu suis les Girondins, donc au quotidien. Hein. Ah. Ouais, c'est ça pour RMC. Et SFR Sport maintenant également. C'est une chaîne du groupe et donc BFM Sport. BFM. Mais t'as été puni ou Pourquoi? Parce qu'il y a une petite période où c'est compliqué, hein. Ouais, non, mais franchement, c'est un super club à suivre. Il s'avit de plus en plus. En plus, avec l'arrivée de Gustavo Poet, c'était pour le coup une saison assez enrichissante. Il y a plein de choses à dire, donc non, c'est sympa. Ouais, ok. Bon, nous, on est une radio, on n'a pas autant de moyens qu'RMC, hein. Donc, tu nous pardonneras si on fait des petits écarts aux règles de la radio. Alors, le programme. On va débriefer ce Bordeaux-Nice, match nul des Girondins. Après, on ira voir dans la compo, parce que c'est vrai que quand la composition d'équipe a été mise en place, ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. On parlera de l'avenir de l'attaque bordelaise sans Malcolm, parce que même s'il est encore là quelques mois, on peut se poser la question. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué sans lui. Et j'ai un scoop sur Malcolm que je liberai un peu plus tard. Disons, tu t'es plein de gros teasing de Manu. Hein. Gros teasing. L'entrée en jeu de Valentin Vada, on avait évoqué le fait qu'il soit repositionné. Là, on l'a vu un petit peu jouer, donc bon, on va voir si ça a été une réussite. Et je poserai une question au coach. Comment transformer les poteaux en but? Comment on fait, coach? Faut mettre des poteaux carrés. On peut commencer par ça. Comment on fait pour transformer les poteaux en but? C'est compliqué, hein. Non, mais c'est compliqué. Après, voilà, et je veux dire, c'est aussi une question de justesse. Il y a pas que la maladresse. Il y a aussi le dernier geste qui est un peu moins bien huilé. Voilà. Après, il y a aussi cette réussite qui est des moments est là et des moments vous fuit. Mais bon, il faut continuer, persévérer. Ça veut dire au moins une chose, ça veut dire que les Girondins ont eu des occasions, ont eu des situations de but, ont eu des situations dangereuses. Moi, j'ai bien aimé ce match. Voilà, dans l'ensemble, parce que j'ai trouvé une équipe agressive, j'ai trouvé une équipe où il y avait du mouvement, j'ai trouvé une équipe qui a étouffé cette équipe finalement niçoise. Il a manqué juste un petit peu de justesse dans la dernière passe, dans les derniers centres, dans les derniers gestes dans la surface de réparation, mais globalement l'attitude de cette équipe m'a plu sur ce match-là. Alors c'est vrai que il manquait que les buts, hein. Nicolas, cette compo d'équipe.
Surprenante au début quand on l'a vu, et c'est vrai que nous en tribune de presse, les observateurs, on s'est dit pourquoi relancer Jaroslav Plazil. C'était ça le gros point d'interrogation de l'Incompo, parce que la défaite à Marseille fait que quand on est coach, vous pouvez peut-être le confirmer, mais relancer Paul Bay, c'était quand même un leader de cette équipe, c'est plutôt logique, même si Koundé tournait bien, mais si on le relance pas après une défaite, on le relance jamais, Paul Bay. Donc il reste à la cave pour toute la saison. Pareil pour Braithwaite, ils sont quand même des joueurs majeurs dans le groupe bordelais, mais je suis d'accord avec ce que tu as dit, Didier, c'est que je pense que c'est la meilleure première mi-temps des Girondins de Bordeaux de l'ère Gustavo Poyet, de très loin, au niveau du jeu. Même sur toutes les premières victoires, les 3 premières victoires, on avait vu un Bordeaux différent, moins d'impact, moins de maîtrise également dans le jeu. Et en concédant beaucoup plus d'occasions. Alors, là, il n'y a pratiquement aucune occasion. Ouais, mais contre Lyon, tu avais joué en contre. Oui. Tu avais subi le match. Alors que là, tu as vraiment dominé. Ta charnière a jamais été en difficulté. Costil a eu très peu d'arrêts à faire. Alors, c'est vrai que cette équipe niçoise, l'opposition aussi a relativisé parce qu'il y avait eu beaucoup de changements dans le 11 niçois. Mais moi, je pense que c'est la meilleure première période bordelaise qu'on ait vue avec Gustavo Poyet depuis qu'il est arrivé. Mais il y a beaucoup de il y a beaucoup de regrets finalement par rapport à ce match, parce que je trouve que la prestation, elle est très très intéressante, mais au final, tu peux pas t'empêcher de penser finalement, parce que son turnover est pour moi intéressant. Mais il est validé que s'il y a une victoire, parce que tu peux pas t'empêcher de penser aujourd'hui, et si tu avais débuté avec Otavio, si tu avais débuté avec Laborde, et si tu avais débuté avec Malcolm, mais bon, qui était suspendu, et Poudjé, est-ce que tu l'aurais pas gagné? Donc une victoire aurait vraiment validé ces choix-là, aurait vraiment mis une émulation encore plus importante aujourd'hui dans le groupe, et ce nul te laisse un goût amer, même pour lui, même pour son coaching pour le match de Monaco, même pour le classement, par rapport à finalement tu viens de jouer 2 fois contre des équipes qui avaient joué en Europa League 3 jours avant, et tu restes sur ta faim, pas sur la prestation, mais sur ce que ça aurait pu amener pour la suite de la saison. Manu, toi qui étais dans l'enceinte du Matmut Atlantique, oui, c'est quoi ton ressenti sur ce match? Très froid. Je faisais vachement froid, c'était terrible. Non, on avait une très très bonne maîtrise du jeu. On a attaqué je dirais pas à tout va, mais on a eu la maîtrise du ballon. C'était agréable à voir. Mais c'était 4 poteaux, c'était ultra rageant, c'était ultra énervant. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est Braithwaite à gauche. Là, faudrait m'expliquer. Non, il était pas à gauche. Il était au centre. Il était au centre sur ce match. Même au centre, c'est une catastrophique. Pourquoi t'as pas compris? C'est quoi que t'aurais préféré? Bon, qu'on mette Laborde, tout simplement, qu'on mette Laborde, avec Depréville sur le côté gauche, qui pour moi a été très percutant, qui a perdu très peu de ballons, qui s'est démené à fond. Donc, j'étais un peu déçu de Braithwaite, comme assez souvent. Mais bon, on va laisser un peu le temps, comme on dit. Il était pas content quand il est sorti. Oui, il faisait la tête. Content, mais je pense qu'il était pas content de son match parce qu'il sait qu'il a passé. J'espère bien. Et il a laissé passer une très très grosse occasion de pouvoir s'installer à la place de Laborde. Mais après, je retiens ce que tu as dit, c'est-à-dire que après la défaite, tu es obligé finalement de un petit peu de relancer un des cadors qui est venu pour sauver le club. Finalement. Ouais, le message que tu donnes au groupe, sinon c'est que mais d'un autre côté, après tu te dis, puisqu'il n'y a pas la victoire, tu te dis finalement, je me suis privé peut-être de joueurs qui ont fait la différence quand on a fait la série de 4 victoires, puisque Koundé est à l'origine des 2 buts sur coup de pied arrêté contre Amiens, Laborde est le buteur qui te permet de débloquer les situations dans ces 4 matchs-là. Alors le risque, il faut louer le risque que Poyet a pris, mais ce match aurait mérité, et ses choix auraient mérité d'être validés par une victoire. Ouais, alors c'est vrai que les choix, on avait mis un sondage sur Web Girondin dès que la compo est parue, et on a mis tout satisfait la composition d'équipe. Alors il y a une majorité de non, parce que je pense que Plazil c'était vraiment point la grosse surprise. Alors on a souligné Braithwaite aussi, et finalement Plazil, il fait un super match, non? Moi, il m'a surpris. Moi, perso, le Plazil, je me suis dit, bon là là. C'est un grand pro, Plazil, c'est un grand pro quand même. Heureusement qu'il fait un bon match. Mais c'est vrai qu'Otavio aurait apporté un petit supplément qui aurait fait beaucoup de bien aux Girondins. Après, Plazil n'est pas un mauvais joueur, c'est un bon joueur. Moi, je l'ai trouvé vraiment très performant sur cette première. Il m'a surpris. Je trouve que c'est une des meilleures mi-temps qu'il ait fait depuis au moins, je vais pas dire 2 saisons, mais j'ai trouvé vraiment. On a demandé à Poyet à la fin du match pourquoi il avait mis Plazil à la place d'Otavio, et il disait que c'était dans l'utilisation du ballon, qu'il voulait quelqu'un qui soit capable de mieux maîtriser le ballon, et surtout dans la projection vers l'avant. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois qu'on voit Jaroslav Plazil depuis
une saison et demie jouait vraiment devant la défense parce qu'il était sentinelle devant la défense. C'était les Rager et Meite les deux relayeurs. Sentinelle dans un 4-3-3 habituellement, il était associé à quelqu'un d'autre. C'est ça. Vrai. Et c'est pour ça que Poyet a fait ce choix-là. Dans la maîtrise du ballon, il pensait que Plasil était plus intéressant qu'Otavio, qui est peut-être plus un régulateur, un distributeur. Et d'ailleurs, ce duo Meite le Radje. Ce duo Maïté le Radje est impressionnant. On peut pas, voilà, oui, c'est très bon, mais on peut pas ne pas louer ce que Poyet a fait. Je veux dire, moi, en tant que coach, je l'aurais pas fait, tout simplement parce que il te manque Malcolm, qui est aussi, donc, le fait de t'enlever déjà un pion important, tu enlèves Laborde, tu enlèves Otavio, qui faisait faire une bonne performance, et voilà, c'est beaucoup de changements pour la colonne vertébrale. C'est beaucoup de changements sur un match, alors que tu es finalement dans une période où tu es pas euphorique, mais tu es dans une période où tu es en train de te reconstruire. Manu, il y a des réactions sur les réseaux sociaux, sur le hashtag WG Le Talk, sur Twitter, vous pouvez réagir. Caridas 33 qui nous dit salut les gars. Salut les gars. Eh ben salut Caridas. Salut. J'attendais mon petit drive. Ah, drive, il est pas là, il est toujours là. Hein. Bah ouais, j'attendais. Tu as fait peur ou quoi? J'ai été très content, on a été très bien. Ok, alors donc on a vu Plasil, plutôt une réussite. De toute façon, les choix de Poyet. Alors tu dis, mais à ce que tu dis quand même, tu dis c'est pas validé par la victoire, donc il doit rester sur sa fin. Donc est-ce qu'il peut Et c'est toujours ça qui est compliqué, parce que finalement tout le monde reste sur sa fin. Les spectateurs restent sur sa fin parce qu'il n'y a pas la victoire. Lui en tant que coach, il reste sur sa fin. Les joueurs que tu as mais que tu as sortis, tu pourras pas empêcher finalement qu'ils aient une pointe d'amertume parce que en se disant si j'avais joué on aurait peut-être gagné, alors que la victoire elle est un tout. Moi, je mets une petite piécette contre Monaco. On va retrouver le Bordeaux qui a enchaîné 3 victoires d'affilée. Il va remettre Otavio. Le seul truc, c'est que Meite va pas pouvoir jouer parce que dans le prêt qu'ont passé les Girondins avec l'AS Monaco, il y a une clause, donc Meite pourra pas jouer. C'est peut-être la seule chance de revoir Plasil, mais sinon, je pense que Poyet il va revenir au choix qu'il avait fait avant ce match contre Nice. C'est-à-dire, tu indiques qu'il va remettre Koundé en défense centrale Je pense qu'il va remettre Koundé. C'est un choix fort, ça aussi. Non, c'est peut-être le seul point d'interrogation parce que Paul Baes quand même un gros impact sur le groupe et sur le terrain qu'a peut-être pas Jules, qui est encore tout jeune. Donc pour parler, c'est plus compliqué, mais sinon on va retrouver Laborde en pointe et Otavio en 6. C'est vrai que Paul Baes a beaucoup parlé sur ce match. Il a beaucoup repositionné Pablo, il a beaucoup parlé. Moi je sais pas, mais forcément avant. Je suis en train de me poser la question par rapport à ce match de Monaco, si justement Poyet va pas utiliser ces 3 défenseurs centraux. C'est possible. Changement de dispositif du coup. C'est possible. C'est possible. Il joue pas souvent comme ça. Donc, quand on a étudié un petit peu cet entraîneur quand il est arrivé, que ce soit en Angleterre, à Brighton, à Brighton, il a coaché où après en Angleterre Sunderland. Voilà, j'allais dire Southampton, Sunderland et au Betis. Il joue vraiment en 4-3-3. Oui. Et en fait, ce qui se passe souvent quand on voit ces matchs, c'est que sa sentinelle, son numéro 6, s'intercale souvent entre les deux centraux. Et du coup, les latéraux prennent les couloirs. Mais ils jouent rarement à 3 défenseurs. Mais moi, j'ai toujours privilégié ça. C'est-à-dire que pour moi, défendre à 5, c'est se priver d'un joueur au milieu. Que tu joues en 4-3-3 avec ta sentinelle, dans tes 30 derniers mètres, ta sentinelle, s'il y a débordement, elle vient s'intercaler dans tes 2 défenseurs centraux. Donc finalement, tu en as 3 en position défensive. Et au niveau de l'utilisation du ballon, tu as tes 2 latéraux très hauts et tu as un 6 qui vient dans la position de 3 qui te permet de relancer le ballon d'une façon à 3 et avoir de gars plus haut. Je dis pourquoi peut-être il peut évoluer sur cette façon, c'est qu'il n'y aura pas Maïté. Et dans la mesure où il n'y a pas Maïté, il perd un homme fort au milieu de terrain et il peut-être avoir deux vrais 6 et avoir les latéraux plus hauts et jouer à 3 derrière. Si on s'arrête sur Maïté, cette situation-là, Bordeaux l'avait fait avec David Bellion, lorsqu'il l'avait prêté à Nice, ils interdisent aux joueurs qui prêtent et qui payent certainement de jouer face à eux. Vous en pensez quoi, toi, Didier, en tant que coach? Tu trouves ça normal, toi, Manu? Ouais. Je sais pas. Moi, ça m'a... Il peut pas jouer contre son club qu'il a prêté. Humainement, c'est pas possible. Non, mais c'est pour éviter tout quiproquo à un moment donné. Je veux dire, si tu prêtes là, ça va pas être le cas avec Monaco, mais on voit le cas avec là où j'ai suivi un petit peu Nancy. On voit le cas avec Nancy qui a prêté un joueur à Bourg-Péronas.
ils sont dans la même situation de pouvoir presque descendre, et c'est le joueur que tu prêtes qui va marquer. Ça sert pratiquement à tous les coups. Donc, et c'est un défenseur central, il a jamais marqué un but, il marque. Donc tu peux pas oui, tu prêtes un joueur, mais si tu le prêtes, à un moment donné, il faut pas qu'il vienne te trucider aussi. Ouais, je pense que c'est juste ça, c'est que les clubs veulent pas que leurs joueurs soient forts contre eux. Et puis, je pense qu'il y a aussi au niveau du salaire, c'est pas les Girondins, par exemple, qui prennent l'intégralité d'un salaire. Monaco le paye aussi. Donc voilà, il y a des tas de détails comme ça qu'il faut prendre en compte. Ça arrive de plus en plus. Avant, c'était moins courant, je trouve. Oui. C'est vrai. plus dans les contrats. C'est vrai. Ok. Laborde, vous parliez des sorties des joueurs en manque de confiance. Alors, je sais pas si vous voulez faire des commentaires là-dessus, mais il y a Gaëtan Laborde qui a déclaré aujourd'hui qu'il attendait un peu plus de reconnaissance vis-à-vis du club. Alors je cite, cette étiquette de joueur formé au club complique les choses. Je ne me sens pas vraiment soutenu. J'ai l'impression que je dois en faire plus que les autres pour être bien considéré. Certains me voient encore comme le petit jeune. Or aujourd'hui, j'arrive à maturité. J'aimerais que le club me manifeste plus d'intérêt. Certains, c'est le club, c'est pas les supporters, c'est pas l'entourage. C'est vraiment le club. Me voit, je pense, oui. Parce qu'il est Et après, soutenu il par les rajoute, je ferai supporters. tout pour le club, etc. C'est vrai que c'est souvent qu'il exprime un mal-être, un manque de Ouais, reconnaissance. alors après, Gaëtan, il a prolongé l'année dernière aussi. Parce que le club voulait absolument le garder. Je pense qu'il a mal vécu les deux mercatos avec Jocelyn Gourvenec, les deux derniers mercatos où le club disait qu'il voulait recruter un attaquant de pointe. Et d'ailleurs, je pense que cet été, ils vont aussi se mettre à la recherche d'un attaquant de pointe parce que Braithwaite, c'est un prêt avec option d'achat. C'est pas du tout sûr que Bordeaux lève l'option d'achat. Oui, c'est sûr que c'est lui qui a payé l'élimination en Ligue Europa contre Vidéoton. Ça a été le principal sanctionné. On l'a pas vu sur les 8 premiers matchs de la saison. Alors derrière, parce que Bordeaux a cartonné, ok. Mais c'est vrai que c'est Laborde qui a été le principal responsable de l'échec girondin en Coupe d'Europe. Donc son sentiment, il est assez légitime. Maintenant, on voit quand même que dans l'équipe actuelle et Gustavo Poyet, le nouveau coach, il l'apprécie énormément, il l'a fait jouer et Laborde marque des buts. Donc voilà. Donc je sais pas si tu veux réagir ou pas. Non, Didier, mais moi, c'est vrai que il y a certainement le fait, de toute façon, quand tu viens de l'extérieur, tu es toujours plus reconnu que quand tu es formé dans ton club. Ça a toujours été une vérité. Donc il faut pas se voiler la face. Après, tu as pas un poste aussi où tu es milieu de terrain, où tu es défenseur central, tu es attaquant. Donc attaquant, tu sais qu'à un moment donné, tu as plus de concurrence et que tu es jugé sur les buts et que tu es joué sur ta performance et que tu peux pas être performant pendant 6 mois d'affilée ou très peu. Je pense que c'était peut-être pas un mauvais choix de le faire souffler là. Il revient d'une grosse blessure, il a enchaîné les matchs. Mais ça va repartir et aujourd'hui j'ai tendance à lui dire à Gaëtan de finalement de donner la réponse sur le terrain et c'est celle-là qu'on retiendra. Ouais, c'est ça. Ouais. Manu, toi de sa rentrée, comment t'as trouvé sa rentrée? Il a une grosse occasion face à. Il a voulu se montrer. On a bien senti qu'il se donnait à fond. Moi, je trouve qu'il a loupé quelques passes qu'il aurait pu où il aurait pu garder le ballon, tirer un peu plus tôt. Il a pas forcément fait que les bons choix. Après, je pense que c'était pas forcément facile pour lui. Il sortait d'un match face à Marseille où ça avait été dur pour lui et pour beaucoup de joueurs dans l'équipe. Il a fait partie de ceux qui ont tourné. Moi, je pense que, vexé, et là, le coach va nous le dire, mais je pense que Braithwaite et Laborde, c'est le même profil de joueur, Oui. en fait. Ouais, carrément, on voit les mêmes. Et c'est ça le problème pour les Girondins, c'est que c'est des joueurs qui se dépensent beaucoup, qui ont beaucoup d'énergie, qui vont chercher parfois la profondeur, mais c'est les mêmes profils de joueurs, quoi. C'est aussi pour ça que finalement alors après je comprends qu'en fin de mercato, faire un mercato hivernal où finalement t'es à la fin, t'as pas trop de solutions, t'as pas trop d'argent à dépenser, tu cherches un prêt, mais je m'attendais pas au profil de Braithwaite pour avoir un complément de jeu pour un schéma de jeu différent, parce que tu vas pas jouer avec le même schéma avec un Laborde devant qu'avec un point d'appui comme pouvait être Mendy ou un autre profil de joueur. C'était pas ce qui était ciblé à la base, d'ailleurs. Quand c'était le joueur qui a signé à Rennes qui était ciblé. Il y avait Diafra Sakho, il y a eu Mitrovic, le buteur serbe de Newcastle. Il y a eu une piste Niklas Bentner qui a vraiment été très chaude pendant quelques heures. Donc c'est des gars qui font 1m92, c'est des tours de contrôle. Et c'est vrai que vu que les Girondins ont échoué sur tous ces dossiers, c'est pas qu'on s'est rabattu sur Martin Braithwaite, parce qu'il faisait quand même partie d'une shortlist à la base. C'était un choix qui d'ailleurs avait été validé par Jocelyn Gourvenec avant d'être ensuite validé par Poyet. Mais
c'est vrai que c'était un peu le choix par défaut qui est resté dans cette shortlist. Et si tu veux finalement enchaîner, tu es obligé de, voilà, t'as une recrue qui arrive, tu lui as pas donné du temps de jeu, tu es obligé de lui donner un temps de jeu et en même temps tu préserves peut-être Laborde par rapport à sa blessure, parce que tu sais forcément que quand tu as fait beaucoup d'efforts pour revenir, à un moment donné tu vas avoir un creux. Donc plutôt peut-être que d'arriver à l'usure et de se reblesser, peut-être cette petite coupure va lui faire du bien pour repartir vers l'avant. Alors qu'on va peut-être avoir l'appel de Richard Vitzke. Est-ce qu'il appelle Richard Vitzke? Non. Il a toujours pas appelé. Donc, alors, écoute, j'attends son appel. Hein. Écoute, Richard, appelle-nous s'il te plaît. Merci. Si c'est le Richard que moi j'ai connu, vous pouvez toujours l'attendre à mon avis. Ça, c'est bon, une très bonne je trouve qu'on a nouvelle, une info là. Et ça rassure, ça, dis donc, c'est pas mal. Il y a GDB47 qui nous met pour être plus reconnu, Laborde. Il faudrait peut-être un peu moins vendanger. Ouais, il vendange juste une occasion franche où il cadre pas face à Nice, hein, c'est tout. Sur les matchs précédents, il a pas forcément beaucoup d'occasions. Hein, mais après, moi, je vais juste revenir sur le rôle de l'attaquant parce que je connais assez bien. Où on veut un attaquant comme Inzaghi, Paoletta, encore que Paoletta c'est un peu différent, mais où c'est des joueurs très très adroits sur chaque occasion, ils la mettent au fond. Ou alors on a des attaquants comme Laborde, Cavani, qui vont faire énormément d'efforts pour l'équipe, pour le replacement, et qui ont forcément, par leur énergie donnée à l'équipe, forcément beaucoup plus de déchets que les autres attaquants qui sont plus dans la surface de réparation. Ouais, je suis entièrement d'accord. Gaëtan, il travaille énormément. Il va au duel, dans le pressing que veut mettre en place Gustavo Poyet. Il est très important. C'est le mec qui va couper la première place, la première relance. Et à chaque fois, il fait l'effort. Donc forcément, derrière, il y a un petit peu plus de déchets. Mais depuis qu'il est revenu en janvier, on peut pas dire que ce soit le gars qui vendange toutes les je suis d'accord. des Girondins. Je suis bien d'accord. Ouais, tout à fait. Pour revenir sur Richard Vitzke, il y a l'Eurosport Business qui nous dit il appellera vers 20h20, je viens de lui dire. Alors, il nous dit oui, il va appeler, oui. Non, mais on l'attend. Justement, c'était un des premiers matchs qu'on a fait sans Malcolm. Puisqu'il était suspendu, il le sera peut-être face à Monaco. D'ailleurs, est-ce que tu veux commenter le choix là d'avoir confirmé cette sanction, puisqu'on t'a pas posé, puis c'est tombé entre les deux émissions, le fait qu'il en prend un match, ils font un appel, il prend un deuxième match. Il y a un autre appel qui est en cours. Le problème, c'est que c'est pas jugé par la même instance. Donc là, c'est déjà un gros souci. Après, c'est toujours le risque que tu prends quand tu as une sanction d'aller en appel si on confirme que moi c'est pas la sanction qui me gêne finalement, Malcolm, c'est un petit peu la différence qu'il peut y avoir entre certains clubs et d'autres clubs. Voilà. Après, sur ce match-là, sur la simulation de Malcolm, elle est quand même évidente. Donc si tu la prends indépendamment d'autres clubs où là, un match avec sursis, un match ferme, ça paraît assez logique. Si tu compares avec une bourgade qui est un peu à côté de Saint-Étienne, ça devient un peu plus délicat quand même. Une bourgade. Donc là, pour l'instant, il peut jouer vendredi. Il peut jouer parce que c'est la demande de conciliation devant le CNOSF est suspensif. Exactement. Voilà. Donc pour l'instant, si le CNOSF ne donne pas son verdict avant le match de vendredi, Malcolm joue. Exactement, c'est ça. Il peut jouer et donc il peut donner son verdict n'importe quand en fait. Mais c'est pas nouveau, parce que moi, je vais vous raconter juste ça. C'était avec Roland Courbis en 97 contre Strasbourg. Fin du match, un peu énervé, je prends le ballon, je le dégage, elle prend la tête de l'arbitre. Elle prend la tête de l'arbitre. Bravo. Donc je prends 1 mois de suspension. Et à ce moment-là, Roland me dit. Quelle précision. Ouais. Roland me dit, c'était Courbis, Roland, il me dit c'est pas normal, on fait appel. Donc on monte à la commission, on fait appel, et donc on attend. Roland il me dit, tu vois, j'ai bien parlé. J'ai dit ouais, impeccable. Ouais. Et puis il nous reconvoque, il me dit monsieur, c'est 2 mois. oui, comme quoi faire appel. T'avais attrapé la tête de l'arbitre quand même. T'avais fait exprès ou pas? J'avais essayé, mais tu pensais pas réussir. Sur ce coup-là, j'avais été très adroit par contre. Bon, belle anecdote. Donc, on a joué sans Malcolm. Et est-ce qu'ici il avait été là, on aurait pu trouver la faille. Moi, j'en suis pas sûr. Il y a une stat quand même. C'est le 3e match sans Malcolm
Enfin, Gagne Amiens, pas. il était entré en cours de jeu, 0 but pour Bordeaux. Ah oui, Ils ont ça jamais fait mal marqué. ça. Ah ouais, je l'avais mais pas c'est cette stat, elle révélateur, fait hein. mal. C'est révélateur. D'ailleurs, Ouais. j'ai un scoop sur Malcolm. Ah oui, vas-y. Donc, il aurait, je le dis bien en conditionnel pour ne pas me faire tacler, acheté une maison en Angleterre. Oui, oui, Donc, là, ça est-ce c'est que les ça- rumeurs. est-ce Où que ça en prévoit- Angleterre? À Manchester? Ah, je sais pas, ça, j'ai pas réussi à le savoir. Mais bon, on prend pas une maison en Angleterre pour les vacances, parce que bon, l'Angleterre, c'est pas non plus le top. Mais, en termes de paysage, le club, c'est magnifique. Oh, l'Angleterre, Donc, c'est magnifique. il aurait acheté une maison en Angleterre, je ne sais pas où, donc ça annoncerait un transfert en Angleterre. Ouais, alors ça y est, les rumeurs. Parce que le Bayern de vont- Munich s'est positionné, là Dortmund se réveille. Tottenham. Ouais, les clubs allemands, Bon, ils étaient très chauds déjà, même cet Ouais. été. Hein. Ils étaient chauds. Donc, Donc, ouais, bon, le mercato, ça a de quoi alimenter les prochaines émissions. Mais il y a On aura deux, l'occasion d'en il y parler. a deux aspects par rapport à Malcolm. Moi, j'ai l'impression, alors de l'extérieur, puisque que c'est beaucoup plus simple dans le jeu, qu'il y a beaucoup plus de mouvements, qu'on se trouve plus, qu'on compte moins sur Malcolm. Donc finalement, il y a beaucoup plus de déplacements, il y a beaucoup plus, c'est moins stéréotypé finalement quand il est pas là. Et l'autre stade, c'est-à-dire que ben oui, mais quand il est pas là pour faire la dernière différence qu'il y a dans les 30 mètres, eh ben Bordeaux est en difficulté. Mais c'est quoi l'avenir? Ouais, vas-y, Nicolas. non, mais pour le coup, Camano qui a joué à droite a été bon. Moi, je l'ai trouvé bon. J'ai trouvé percutant. Hein. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu comme C'est ça. Je vrai. l'ai trouvé percutant. Il a fait des différences, mais il a toujours ce dernier geste, comme tu disais. Ah oui, là. Et c'est ce que t'attends d'un joueur qui est attaquant, parce que Depréville et Camano sont des attaquants et il faut qu'ils marquent. Et là, ils n'ont pas marqué. Moi, je l'ai trouvé plutôt intéressant, François Camano. C'est sa vision. Je trouve qu'il manque de vision de jeu. Ouais, c'est un peu la tête dans les dribbles. Non, mais Et- il a été beaucoup plus intéressant que sans lui faire lui porter ombrage, voilà, que l'ombre finalement c'était une ombre ces derniers temps quand il était sur le terrain Ah oui. avec Josselin. Alors que là j'ai retrouvé du peps, j'ai retrouvé Il a de fait la des provocation, différences, balle au pied. un peu plus juste non mais un peu plus juste dans ses passes. Je dis pas qu'il a été juste dans sa finition, il n'a pas été juste et il a encore beaucoup à travailler sur ce plan-là s'il veut devenir un grand attaquant. Mais au moins il n'a pas perdu les ballons, il a su garder les ballons de haut jeu, il a su faire des différences. C'est un autre Camano qu'on a pu voir il y a 3 mois quand même. Moi, la première occasion qu'il a eue où il y a cette récupération haute en début de match et il joue le penalty. Moi, ça m'a un peu agacé. Ouais. Bon, après, moi, je suis supporter, donc ça m'a. Il voulait tester Il joue la le commission de penalty discipline. alors qu'il a la capacité, on le sait, d'accélérer et de faire la différence. Et ça, j'ai dit manque de vision. Je serais presque pour aller dire manque Est-ce d'intelligence qu'il n'y dans avait le pas jeu. une quoi. pression par rapport C'est à peut-être un peu remplacer dur, mais- Malcolm? C'est pas foutu une petite pression supplémentaire? Bah, je pense Camano. qu'il avait de la pression parce que ça faisait longtemps qu'il était au placard. Ouais. Que là, il a été clairement lancé. Ça faisait d'ailleurs quelques temps que Gustavo Poyet disait qu'à l'entraînement, il était vraiment bien. Il y a un truc qui a joué aussi, c'est qu'il a été papa. Et ça l'a pas mal perturbé. Ça a coïncidé avec vraiment ses baisses de performance. Bon, alors, je sais pas, hein, mais c'est Il vrai se que dans lève pour dans donner l'équilibre- le biberon. dans l'équilibre d'un footballeur. Moi, je te et- connais bien, mais parce que finalement, quand j'étais avec Claude à Bastia, moi, j'allais regarder la réserve et je dis à Claude de le faire monter à Claude Makelele, je dis pour les auditeurs. en équipe pro, et il avait déjà ce souci, c'est-à-dire qu'il avait déjà, pour moi, c'est un très bon joueur, mais qui est encore brut. Voilà. C'est un talent un polyard, quoi. C'est Voilà. exactement Il a ça. quel âge d'ailleurs, François Camano? Il doit avoir 23, 21, 22 ans. Ah, c'est jeune? Ah ouais, il est très jeune. Ah, ok, d'accord. Il est parti très jeune de Bastia. On l'a recruté, c'est vrai, très jeune. Hein. Ouais. Ouais. Bon, il a eu l'occasion de s'exprimer. Donc, mais c'est quoi l'avenir de Bordeaux sans Malcolm? Moi, ça me fait peur. Je me dis, bon, on marque pas de but. Tu nous sors la stat, on marque pas de but. Ça veut Mais dire tu qu'il va parles pour falloir cette- pour réinventer cette une fin de saison animation. On Pour cette s'appuie fin de saison ou la saison prochaine? cette fin de saison et la saison prochaine. Qu'est-ce que il va falloir recruter Eh ben, on va acheter 2 joueurs avec les 60 millions qu'on va récupérer. Ouais, Non, mais bon. t'as des joueurs qui sont bons sur les côtés, qui sont intéressants. Alors après, un Malcolm, t'en auras peut-être qu'un sur les 10 prochaines années. Mais ça, c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais Braithwaite peut jouer sur un côté. Il l'a fait en Angleterre à Toulouse. C'était quand même un bon joueur, Martin Braithwaite. Oui. On va pas le juger sur ses 60 Oui. minutes là contre Nice. T'as Camano, t'as Depréville. Cafou? Oui, bon, Cafu, Oui, mais- ouais, je voulais pas trop le mentionner, mais Oui, j'ai bien vu, mais j'ai bien vu. non, mais par contre, il Pourquoi paraît qu'il a été bon avec la réserve. Comme c'est déjà pas mal. Parce que Cafu, non, je c'est rigole. pas le meilleur investissement girondin. C'est le deuxième plus gros achat du mercato derrière Depréville, hein, 8 millions d'euros. Hein. 8 millions Sans les d'euros, bonus, je crois. Ouais. Non, et puis même si on a été tous surpris à un moment donné et qu'on n'est pas forcément avec cette vision des choses,
mais quand Sankaré a joué sur le côté, il a été plutôt intéressant. c'est ce que j'allais te dire. Il a été aussi intéressant. Donc, tu as aussi cette solution-là. Alors, tout le monde a crié un peu au fou quand Gourvenec l'a mis, mais finalement, tu t'aperçois que 2 ou 3 matchs après, c'était pas une si mauvaise idée que ça. Il a marqué, il a stabilisé un petit peu l'équilibre. Non, franchement, Sankaré, c'est pas une mauvaise idée. Il a sur le côté compensé gauche. Malcolm Ouais. qui faisait pas forcément l'effort à droite. Voilà, et je pense que tu peux avoir cette solution-là avec Sankaré sur un côté, de placer Depréville de l'autre côté ou Braithwaite. Voilà, donc pour la fin de saison, tu as une solution. Après, avec l'argent que tu vas prendre sur Malcolm par le transfert, tu joueras plus de la même façon, mais tu joueras, tu auras certainement de bons joueurs aussi. C'est vrai que ça laisse planer pas mal d'incertitudes et d'animation et de changements au sein de l'effectif. Hein, Ouais, mais bon, si tu reprends, il y a un mois et demi de ça ou 2 mois, les supporters, où tout le monde voulait tout changer. Ouais. Donc, voilà. Oui, C'est ça. Après, tu sais, rien ne dit que les 50 millions, allez, on va dire 50 millions pour Malcolm, le club les réinvestisse sur le marché des transferts. Hein. Ils peuvent le mettre dans la formation, ils peuvent le mettre dans les infrastructures, ils peuvent le mettre dans des tas d'autres choses. Alors c'est vrai que depuis que Stéphane Martin est là, on réinvestit beaucoup sur le marché des transferts, plus qu'avant. Alors je sais pas si c'est... Et justement, en une parlant volonté. de ça, en solution sur les côtés, t'as un jeune qui est Youssouf, Exactement, qui a fait un très très bon match contre Nantes, qu'on a laissé souffler et tout ça, et qui fait partie aussi des bonnes solutions. Aujourd'hui, quand on a dit ouais mais c'est trop tôt de mettre Poundé derrière, tu t'aperçois que 6 matchs après, c'est un des piliers pratiquement. Donc tu peux aussi avoir le même effet avec ton milieu droit. Hein. Youssouf, il a été encore très très bon avec la réserve. Il a été titulaire avec l'équipe de France U19 là dans la semaine face à l'Italie. Donc moi je pense que c'est l'avenir à ce poste-là. Voilà. On l'a fait signer ce joueur. On lui Oui, a fait un contrat. il a signé pro avec Jules Koundé et le contrat commence cet été. D'accord. Ils ont signé pro au mois d'octobre. D'accord. Très bien. Très Tous les bien. deux. Impeccable. Des réactions, Manu, sur le hashtag? Je vois quelques Il y a tweets. Caredas qui nous fait Cafou, quelle imposture. Et Ouais, il y a bon. aussi GDB47 qui précise par rapport à la board, gros raté face à Marseille aussi. Je précise que je l'aime bien quand même. Oui, bon. Non, ce C'est qui est bien sûr avec GDB. Cafou, c'est qu'il va y avoir un problème, c'est de le revendre ou de s'en séparer. Parce que c'est un contrat assez important. Il a été acheté 8 millions. Je suis pas sûr que les Girondins gagnent de l'argent sur ce dossier-là. Comment on fait d'ailleurs pour quand on a un joueur comme ça, Didier, Ouais, le meilleur sur moyen, lequel on a investi beaucoup? Le meilleur moyen aujourd'hui, si tu veux pas perdre de l'argent, c'est de le mettre en vitrine. Donc ça veut dire certainement de le C'est prêter, vrai, ouais. de le prêter pendant une saison dans un club avec une option d'achat à peu près équivalent au montant que tu l'as payé, et en espérant qu'il va être très performant dans le club où tu vas le prêter. Donc bon, certainement un prêt pour lui la saison prochaine. Quoi. Après, Si on- Bordeaux a aucun intérêt Pour parce un que petit départ en Chine, Ouais. il paye bien là-bas. je vois pas Carasto, je Gaëtan. vois pas un club aujourd'hui mettre 7 millions sur Cafou. Bon. Allez, on va se projeter sur ce match face à Monaco. Il est 21h33 sur O2 Radio. 91.3 sur la FM. Il me fait des signes. Oui, il appelle pas, on a vu. Hein. Non, mais Didier a dit qu'il appellerait pas. Non, mais peut-être plus tard, peut-être dans la deuxième partie. Du coup, match à Monaco, gros test pour les Girondins, sans Malcolm. Alors, on sait pas. On a dit qu'il, pour l'instant, il peut jouer. Pour l'instant, il est là. Tant que le CNOSF ne se prononce pas. Avec Malcolm, sans Meïté, avec peut-être le retour de Jules Koundé. C'est ce que tu as laissé entendre. Quelle équipe, Didier, face à Monaco? Qu'est-ce que tu ferais si tu étais coach de Bordeaux? C'est difficile de parler parce que j'aurais peut-être pas fait ça contre Nice. contre Nice. Après, je sais pas. Sincèrement, c'est compliqué parce qu'il faut aussi voir la forme des joueurs à l'intérieur du groupe. Il faut voir comment ça se passe. Après, voilà, sur un match comme Monaco et sur le match de Marseille. Finalement, il faudra avoir une autre attitude, c'est-à-dire que dans ces matchs-là, t'as rien à perdre finalement. Tu es assez stabilisé au niveau du classement, tu as tout à gagner, donc il faut le jouer. Il faut aller jouer pour le gagner. Alors j'ai dit que tu pouvais passer à 3, mais c'est pas être à 5. C'est être à 3 pour être beaucoup plus haut, peut-être jouer avec 2 attaquants, avec un numéro 10, voilà, peut-être cette solution-là. Mais le jouer, avoir des intentions de jeu vers l'avant, pas seulement le jouer pour contrer l'adversaire.
Nicolas, toi qui observes. Face aux gros, c'est compliqué quand même cette saison pour Bordeaux, et je crois que c'est ce qui montre aussi l'écart de niveau qu'il y a entre Bordeaux et les cadors de la Ligue 1. C'est-à-dire que depuis le début de la saison, je crois que t'as gagné qu'un seul match, c'est contre Lyon. Sinon, t'es allé faire nul là-bas à Lyon. T'as fait nul contre Marseille, t'es allé perdre là-bas. T'as perdu à l'aller chez toi contre Monaco, et là tu vas jouer à Monaco et t'as pris une piquette à Paris. Et il y a le match retour qui s'amorce. Donc sur les 3-4 équipes de tête, t'es clairement inférieur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Peut-être jouer à 3, c'est une solution qui est envisageable. Je suis plutôt d'accord. Je pense que Poyet, il va pas changer son schéma tactique. Il aime vraiment bien son 4-3-3, il en parle souvent. 3 milieux vraiment compacts. Alors après, la formule, moi je pense qu'il va relancer Sankaré à la place de Meïté. Et Otavio au milieu. Donc on partirait sur un Leraguer, Sankaré, Otavio pour bétonner un petit peu et laisser... Il remettrait pas Plasil du coup. Non, je pense qu'il sort Yaro, et en plus je pense que c'est compliqué pour Plasil d'enchaîner 2 matchs comme ça. Il a joué 90 minutes contre Nice. T'as joué le dimanche après-midi, là c'est le vendredi soir, même s'il peut le faire, hein. Mais au niveau du rythme, je suis pas sûr qu'il ait le rythme pour enchaîner 2 rencontres comme ça, Plasil. Tu veux pas essayer Vada? Je pense pas que relancer Valentin Vada sur ce match-là, qui manque un peu d'impact à Monaco en déplacement, ce soit le style de Gustavo Moi, Poyet. la seule chose qui me fait peur un peu par rapport à cette composition d'équipe, c'est que dans ta possession de balle, avec Depréville, Laborde et Camano, parce que finalement là, tu as pas un joueur qui est capable de garder vraiment le ballon. C'est aussi pour ça que tu es aussi en difficulté. Quant à Malcolm, bon, c'est capable de le garder. Tu lui donnes dans les pieds, il est capable de provoquer, de faire la différence. On l'a vu à Nantes, notamment sur le but, où il est capable de sortir très très vite et d'aller. Et là, tu l'as pas ce joueur-là. Donc, mais est-ce que tu vas pas pour bétonner un peu à Monaco et pour aller chercher un point ? Clairement, faut le dire. Oui. T'es à 3 points de la 5e place. Là, c'est clairement la course à la 5e place. Et puis après, à nul contre Nice. Encore, on aurait gagné Nice, parce qu'on aurait osé à Monaco. Mais là, tu prends 0 points contre Marseille, 1 point contre Nice. Tu penses qu'il faut aller jouer là et ouvrir le jeu là-bas ? Non, je pense qu'il a plutôt bétonné, comme tu dis, parce que il aurait gagné Nice, on aurait joué à Monaco, je pense. Moi, je pense qu'il va jouer la carte de la sécurité. Là, je pense qu'on va plutôt sécuriser, prendre 1 point tranquillement, parce que pour Monaco, c'est pas n'importe quoi non plus. Non, donc, mais c'est pour ça que je dis peut-être. Après, moi j'aime pas trop aussi jouer finalement à 5 ou à 3, mais ça te permet aussi dans ce système-là d'être peut-être un peu plus offensif et d'être en même temps assez costaud défensivement si t'es acculé. Et pourtant, je suis vraiment pas un adepte de jeu à 5. Ouais, et puis ça pourrait être bien pour surprendre un petit peu ces monégasques. Faut savoir que Monaco, quand même, ils vont Coupe de France là, non, ils jouent ? Ouais, ils vont jouer cette semaine, ils vont vouloir gagner surtout parce qu'ils sont allés faire 3-3 à Toulouse la semaine dernière et que eux c'est la place de 2e qui joue et que à la maison il faut gagner. Donc eux ils vont être offensifs. Après Bordeaux, je les ai jamais trouvés aussi bons cette saison qu'en contre, quand ils ont joué bas et qu'il y avait des espaces. Oui. On l'a bien vu à la maison contre Lyon où c'était vraiment un bon match parce qu'avec les flèches qu'ils ont devant, ça va très très vite. Pourquoi pas ? Mais je pense que Bordeaux est pas une équipe à avoir la possession. Après, il n'y a pas les joueurs pour avoir une possession, à vraiment une équipe pour jouer le contre. Je suis d'accord. Donc ça va bien dans leur système finalement. Et à l'entraînement aujourd'hui, on avait Florian Rodriguez qui nous fait les comptes rendus d'entraînement. Les Girondins ont travaillé la possession sous pression. Donc voilà, donc ce que tu disais. Et justement, moi je reviens dans ce milieu à 3 là que tu indiquais, Nicolas. Ce qui manque, c'est ce joueur capable de tenir un peu le ballon. Mais c'est ça qui fait peur. C'est ce qu'on avait dit. Et Plasil l'a tenu un petit peu face à Nice. C'est ce qui avait été marquant contre Marseille. C'est-à-dire que voilà, contre Marseille, les premières relances ont été souvent faites sur nos 3 milieux de terrain qui ont joué dos au jeu. Et dos au jeu, quand tu es sous pression, on n'a pas eu cette utilité de la garder. Donc c'est aussi un travail qui a été analysé par rapport à ce match de Marseille où finalement tu sais que tu vas être pressé. Et comment sortir de là? Simplement en jouant pas des ballons droits, mais en ayant plutôt une relation oblique entre tes défenseurs, tes 4 défenseurs et ton milieu de terrain. Bon, messieurs, ça fait déjà 40 minutes d'émission, ça passe vite, hein? On a eu l'agent de Richard, apparemment, il va appeler. D'accord, bon, dans la deuxième partie d'émission, il va appeler. Apparemment, c'est bon. C'est magnifique. On le reprend il est 21h40, on peut l'avoir vite fait avec Didier, tant que Didier est là? Messieurs, vous l'avez?
Non, on l'a pas du tout. Il a pas d'accord. encore appelé. Non, Il me montre les c'est pour téléphones, ça. je croyais Non, qu'il non. était là. Bon. Non, c'est pour dire ok. qu'on va le faire via le téléphone. On n'aura pas. Il peut pas appeler sur le fixe de la radio. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. D'accord, ok. Bon, écoutez. On va En aller tout sur cas, RMC, merci. Déjà 40 minutes d'émission, c'est passé rapidement cette première partie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire avant de se quitter, Didier, de cette fin de première partie match face à Monaco. Ouais, non, t'as mais envie que de dans rajouter les quelque chose intentions, dans les intentions et par rapport au comportement global de l'équipe collectivement, c'est certainement un des meilleurs premières mi-temps, un des meilleurs matchs que Bordeaux ait fait. Donc, ça veut dire que cette équipe-là, elle est sur le bon wagon. Il faut continuer à et ça aurait juste mérité un peu plus de réussite. Maintenant, il faut aller la provoquer. Ça sera pas facile à Monaco. Je mettrai pas une petite pièce sur une victoire de Bordeaux à Monaco quand même, moi. Ah, t'en mettrais une, donc. Non, je ne mettrai pas. Ah oui, d'accord. Ouais, moi non plus. Ah, moi non plus, hein, de toute façon. hein. Manu, toi, t'en On est mettrais proche une de nos sous quand même. Non. Franchement, si on fait un match nul, c'est un super résultat. Hein, si on va arracher un point là-bas. Hein. Mais bon, ils vont mettre une pression de fou. Le calendrier, il est plutôt abordable pour Bordeaux parce que tous les gros seront passés, à part Paris. Et on reçoit 2 fois. Ouais, il y a 2 réceptions, Angers et Rennes, concurrents directs. Donc c'est vrai qu'on peut dire que si Bordeaux va chercher des points à Monaco, ils ont plutôt les cartes entre leurs mains pour aller chercher cette 5e place. Mais bon. Voilà, bon. Allez, rendez-vous dans combien de minutes, Lucas ? Dans environ 4 minutes. 4 minutes. Allez, c'est Allez, parti, à tout top. à l'heure pour la deuxième partie avec les auditeurs.